a fait évidemment beaucoup de travaux et je mets dans mes plus belles satisfactions et dans mes plus belles joies de président quand après 3 mois après notre installation, on gagne contre le Racing en feu d'artifice l'inauguration de Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde. J'habitais juste à côté. C'est vrai que c'est des shows qui sont assez incroyables, qui étaient tout prévus des mois à l'avance. Et puis la veille, le nom de la tour a changé. Elle devait s'appeler Burj Dubaï, donc la tour de Dubaï, et c'est devenu Burj Khalifa. Bonjour à tous, bienvenue sur Comment faire kiffer les gens. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin un grand dirigeant du rugby français qui est issu du monde du sponsoring et de l'événementiel à la base, mais qui a également fait beaucoup de sport, qui en fait toujours, qui a été aventurier. J'ai nommé Yann Roubert, PDG du Loup Rugby, club de la ville de Lyon, qui est actuellement en top 14. Salut Yann, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, ravi d'être avec vous. Eh ben, écoute, c'est super. Nous, on se connaît un petit peu, on a déjà échangé, mais les auditeurs ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux, pour commencer ce podcast, nous parler un petit peu de toi? On va arriver au Loup Rugby et à tes fonctions, que tu occupes maintenant depuis presque 11 ans, si je dis pas de bêtises. Mais, explique-nous d'un petit peu d'où tu viens, donc sponsoring, événementiel et tout ça. C'est vrai, ça, ouais, voilà. Enchanté. J'ai 45 ans, effectivement, je m'occupe du loup rugby depuis un peu plus de 10 ans, ça nous rajeunit pas. Surtout moi. Avant ça, j'ai grandi et joué au foot à Saint-Étienne pour casser le mythe tout de suite. C'est pour ça que je parle exclusivement de rugby à Lyon. Mais j'ai fait beaucoup de ski quand j'étais jeune, puis arrivé à 15 ans, j'ai dû choisir entre le foot et le ski. Pour mon sport-études, j'ai pris le ski, mais je me suis arraché les ligaments très tôt. Du coup, j'ai perdu les deux. J'ai basculé du coup plus sur la montagne d'été, l'alpinisme et le bateau que je faisais beaucoup. J'ai fait mes études à Nice qui me permettaient de naviguer et d'être souvent en montagne parce que c'est pour moi la ville idéale où il y a mer, montagne et soleil. Donc c'était très bien. Arrivé en fin d'études d'une école de commerce à 23 ans, j'aurais sans doute terminé. J'étais ni Kylian Jornet ni Loïc Perron, donc j'aurais sans doute terminé moniteur de voile au Yacht Club de Monaco, ce qui pour moi était la plus belle des vies. Mais mes parents ont essayé de me rattraper en disant on a payé des études pour que tu fasses un vrai métier, ce qui pour moi était un très beau métier, mais on m'a poussé à faire un peu plus. Du coup, je suis rentré chez Bouygues Télécom, effectivement, au sponsoring, qui à l'époque cherchait à recruter des anciens sportifs de haut niveau qui connaissent bien le milieu de la mer et de la montagne, donc ça tombait bien pour moi, pour aller développer des partenariats sur les lieux de loisirs. Ils avaient une image qui captait, c'était le début de la téléphonie mobile, ça non plus, ça ne nous rajeunit pas, C'est mais quoi ils les avaient lieux de loisirs? les lieux de vacances, donc la mer et la montagne, parce qu'ils avaient une image qui captait bien dans les grandes villes, à Lyon, à Paris, à Marseille, mais pas beaucoup sur les lieux de vacances. C'est pour ça qu'ils ont voulu monter des Mmh. partenariats au bord de la mer avec des clubs de voile et dans les stations de ski, ce qui pour moi était le plus beau métier du monde, parce que aller négocier ces partenariats, ça ressemblait un peu à ma vie d'étudiant, sauf qu'au lieu de dormir à la Belle Étoile ou dans ma voiture, j'étais invité dans des beaux hôtels, ce qui était évidemment très sympa. J'ai fait ça pendant un peu plus de 3 ans avant de repasser du côté pratiquant. J'avais peut-être pas fait tout à fait le deuil de ma partie sportive, le temps d'une expédition autour du monde pour aller grimper et naviguer en essayant d'être aux bons endroits au bon moment pour pouvoir grimper. Donc au Népal après la mousson, en Nouvelle-Zélande pendant l'été de là-bas, en Patagonie avant qu'il fasse trop froid ou dans les Andes avant la saison des pluies. Ça a été une belle année avec 4 copains à grimper et naviguer autour du monde. Avant de revenir, là, c'est pas ma mère, c'est ma femme qui m'a rattrapé. À l'époque, c'était que ma petite amie, mais j'aurais sans doute pu être le plus heureux des hommes, soit à conduire des bateaux en Polynésie, soit avec un VTT, un baudrier. On a tout pour être le plus heureux dans la Cordillère Blanche au Pérou. Je suis rentré, du coup, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants avec ma petite amie de l'époque, qui maintenant est mon épouse. Du coup, on s'est marié, j'ai basculé chez SFR pour m'occuper du sponsoring, où là, j'ai été du coup directeur du sponsoring des événements et des RP. C'était beaucoup
de foot à l'époque avec des partenaires avec l'équipe de France de foot, la Coupe de France, la Coupe du Monde 2006 où la France est allée en finale en Allemagne, et puis pas mal de golf, de musique, de randonnée d'SFR, du ski à nouveau, qui ont été de belles années avant de rentrer dans le groupe G11 pour m'occuper du sport et du Moyen-Orient. Donc j'ai passé 4 ans à Dubaï et c'est ce sport chez G11 qui va faire le lien avec le rugby. G11 qui est un groupe événementiel qui est leader sur son secteur de l'événement et notamment de l'événement sportif, mais qui est lyonnais et qui du coup était l'actionnaire principal du Loup Rugby depuis 2006 et qui en 2012 m'a confié la présidence du Loup Rugby, qui à l'époque était en deuxième division, mais avec un beau projet à développer qui existait déjà. Le club existe depuis 1896, mais à essayer de faire avancer. Et c'est ce à quoi je m'attelle avec toutes les équipes qui nous entourent depuis 2012, Noël 2012. Eh ben, c'est une présentation express et rodée au panel de journalistes qui sont peut-être face à toi d'habitude. Si on peut revenir un petit peu par rapport à SFR, du coup, si j'ai pas de bêtises, Ouais. qu'est-ce qui te pousse à part le côté petite amie, future femme, à rentrer, qu'est-ce qui te pousse à aller dans ce secteur-là? Du coup, tu étais plus événementiel que ce que tu faisais chez Bouygues Télécom. Tu es plus dans le cœur du sujet, sur des gros événements, à gérer du coup des publics, ce genre de choses-là ou Oui, un petit quel est peu. ton métier C'était quand là-dessus? même le même principe du partenariat sportif, Mmh. et c'était l'âge d'or de la téléphonie mobile. Donc c'est vrai qu'il y avait des moyens importants pour faire connaître la marque, pour développer la marque, et notamment à travers le capital sympathique que peut amener le sport, la musique, les concerts, les lieux de loisirs, les lieux événementiels. Donc c'est ça. Donc c'est vrai, la première chose qui m'a fait rentrer en France, c'est effectivement ma femme. Et après, côté job, ça a été le fait d'avoir cette opportunité chez SFR, sachant que le lien, c'est beaucoup plus le sport que la téléphonie mobile, parce que mon expertise était évidemment plus dans le sport. Donc c'est plus un hasard que Bouygues Télécom et SFR aient été deux opérateurs téléphoniques, même si le lien en ce qui me concerne était beaucoup plus le sponsoring, le sport et l'événementiel. OK, tu as une anecdote à nous partager de ton temps chez SFR? Ça a été des très belles années. Ouais, c'est quoi les Une trucs les plus anecdote. fous, quoi? Ouais, dans les plus tristes, il y a la finale de la Coupe Ah. du Monde 2006. À l'époque, c'était le début de la vidéo sur la téléphonie. Ça paraît lointain et évident qu'aujourd'hui, on regarde tout ce qui se passe sur nos téléphones portables. Mais à l'époque, c'était le début de la 4G, si je dis pas de bêtises. Et à la Coupe du Monde 2006, on achète les droits 3G, non? 3G peut-être même, ouais, 3G voilà. peut-être. Ouais, Ouais. 3G, c'est vrai, ça ne nous rajeunit pas. Mais du coup, on achète les droits de retransmission pour la France des extraits courts, c'est-à-dire c'était des alertes buts, et quand il y avait un but, on recevait un SMS qui permettait de cliquer et de voir le but, qu'on soit au restaurant ou avec des copains ou que ce soit, enfin, si on n'était pas devant la Mmh. télé. Ce qui à l'époque était assez novateur, et a été du coup l'occasion de beaucoup communiquer à travers le foot et l'équipe de France de foot. Voilà. Et puis des trucs plus joyeux que la finale perdue donc à 2006 avec le malheureux coup de tête de Zidane. À l'époque, dans le stade, on se rendait pas compte. Il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas la VAR, donc on se rend pas Mmh. compte et on comprend pas. Donc le stade sifflait abominablement parce qu'on n'avait pas vu et puis ça saturait. Donc on n'avait pas les téléphones qui nous permettaient de savoir ce qui s'était passé et ça paraissait une injustice. Donc on en était très triste. Plus sympa, par contre, à chaque victoire, on devait faire une pub dans l'équipe le lendemain. Et notamment, le lendemain du quart de finale, on avait fait une pub SFR qui disait Ribeirinho, Henrinho, Zidaninho, pour montrer que les Brésiliens, sur la pelouse, après le quart de finale de Francfort contre le Brésil, qui est sans doute un des plus beaux matchs de l'histoire récente de l'équipe de France, ça avait été un vrai bonheur de vivre ce match là-bas et puis de pouvoir faire cette pub le lendemain dans l'équipe qui disait bravo les Bleus de la part de SFR en glorifiant le côté brésilien qu'avait eu l'équipe de France ce jour-là. OK, parfait. Et ensuite, du coup, tu passes de SFR à GL, c'est ça? Et tu pars de la France pour le Middle East, donc Dubaï et Exactement. cetera. À la Comment base, ça se pour fait ce switch? Ouais.
C'est pour suivre ma femme qui avait eu l'opportunité de partir à Dubaï, qu'on connaissait mal, mais on avait quelques copains à l'époque, on avait 30 ans, et ma femme a eu cette opportunité de partir pour BNP Paribas Immobilier à Dubaï. Moi, c'est une opportunité conjointe chez GL Evans. Donc là, nouvelle aventure à la fois familiale parce que c'est un vrai dépaysement. On avait une fille qui avait 18 mois à l'époque, on a un fils qui est né là-bas. Euh, donc nouvelle vie et puis nouvelle vie professionnelle à travers GL Events. Donc là, on bascule beaucoup plus sur l'événementiel et puis quand même du sport aussi. Les gros dossiers qu'on a eu à gérer là-bas, ça a été la Coupe d'Asie des Nations qui se passait au Qatar en 2011, le Dubaï, le Race to Dubaï en golf. Donc ça a permis de retrouver du sport, même si au début c'était plutôt événementiel, ce qui était un peu moins mon truc. Et on a pu y rajouter une couche sport. Donc ça a été des belles années, même si Dubaï est plein d'excès, des bons comme des mauvais. Mais en tout cas, ça a été, on va dire, une expérience enrichissante, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui t'a plu et marqué là-bas? Par rapport à ce Euh, côté justement excès, peut-être dans l'événementiel aussi, dans le divertissement justement, vu que c'est un peu le sujet de ce qu'on est en train de parler. Ouais, exactement. Quand on parle de Kiev, ils ont tout misé là-dessus, sur l'exceptionnel, le côté tout est le plus du monde. Il y a la plus grande tour du monde, le mall le plus attractif du monde, l'hôtel le plus chic du monde, les fontaines les plus hautes du monde. Donc tout ça, il y a un côté rien n'est impossible qui est très impressionnant et qui est même, un vrai, tout est facile, tout est impressionnant, tout est fait pour le kiff, quoi, très, très clairement. Après, c'est pas mal d'excès. Il n'y a pas que des bons, évidemment. Donc, il y a un côté facile. La vie est facile, le sport est facile, il fait toujours beau. On est aidé. Donc, ça, c'est un côté très, très plaisant. Après, il n'y a pas que des bons excès, notamment en termes d'écologie et de droit du travail. Même si ça s'améliore, ça reste encore très, 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 très largement perfectible. Et ouais, ça c'est sans doute les choses les plus choquantes qu'on a pu voir là-bas, quoi. Et du coup, ça va faire le lien petit à petit avec le loup. Tu es directeur général de GL Events là-bas, c'est ça? Et donc tu dois développer des nouveaux événements, tu dois lancer des nouvelles choses. Et donc là, tu commences à être moins dans le côté, enfin même si ça reste inclus, j'imagine, moins dans le côté sponsoring, partenariat, et plus dans le côté organisation générale du coup de tout ce qui se fait là-bas. Donc accueillir du Exactement. public, penser leur expérience, et tout ce qui s'ensuit justement par rapport à leur plaisir sur site. Donc, tu as fait des compétitions sportives, c'est ça? Tu as fait salon de l'automobile. Moi, je suis aussi ce que j'ai, enfin, mes petites recherches, mais à toi de m'en dire plus. Donc là, tu commences vraiment à accueillir des gens, quoi, à organiser des choses. Ouais, très impressionnant tes recherches, mais oui, effectivement, c'était déjà un peu le cas chez SFR où il y avait beaucoup d'organisations, de concerts, d'événements, d'inaugurations, aussi pas seulement liés au sport. Et chez GL Events, effectivement, on devient soit organisateur, soit prestataire pour des organisateurs. La Coupe d'Asie des Nations, typiquement, il y a un comité d'organisation qui cherche des prestataires pour faire tout ce que sont les overlays, c'est-à-dire les, les structures qui n'ont de durée de vie que celle de l'événement. Une fois qu'on a un stade, derrière, il faut des tentes pour accueillir les sponsors, il faut une fan zone pour accueillir le public, il faut un media center pour accueillir les journalistes et aménager tout ça. Donc ça, c'est un des métiers de GL Events. Soit l'organisation, effectivement, le Qatar Motor Show qu'on lance avec la Qatar Tourism Authority, qui cherchait à faire venir du monde à Doha, en l'occurrence là, les passionnés de voiture. Il se trouve que GL Events organisait le Bologna Motor Show. Donc ça a été un peu avec les équipes italiennes qui organisaient ce salon de l'auto de Bologne, de créer un produit adapté pour le Qatar et pour lancer ces premières éditions du Qatar Motor Show. Ça veut dire quoi pour toi, produit adapté? J'imagine là-bas, ils sont un petit peu plus extravagants. Enfin, je suis un insider parce que je suis issu du monde de l'automobile, donc ça me parle, D'accord, ouais, mais, donc, mais ouais, du coup, à chaque fois, tu as plein d'événements que tu dois organiser, tu dois t'adapter au public, aux audiences, tout ça. Et donc, comment tu gères ce nouveau rôle, ces nouvelles responsabilités-là? Comment tu fais pour ouais, t'assurer que
C'est vrai que dans que ces ça soit. populations là-bas, les autorités ont parfois un certain goût pour l'exceptionnel, quoi, en gros. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelques modèles de voitures et notamment des concept cars ou des aménagements de voitures italiennes qui étaient parfois assez clinquants, quoi, en gros, qui n'étaient pas faits pour la vente, mais une fois sur place, bah, il y a beaucoup de chèques locaux qui voulaient acheter ces voitures. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas forcément prévues ou qui se passent pas forcément sur les salons européens. Bah voilà, il faut faire avec le public qu'on a et c'est justement une des capacités d'adaptation qu'on doit avoir dans l'événementiel, de s'adapter au public. Voilà, sur le golf, typiquement, c'était un public beaucoup plus policé pour qui venait d'Europe, parfois un peu plus exubérant sur certaines parties, notamment dans le foot. Et donc, bah, il faut essayer de trouver le bon dosage de chaque ingrédient pour pouvoir répondre aux demandes du client et du public. Et là-bas, tu dis que voilà, ils sont dans l'exceptionnel, le kiff extrême, le divertissement. Du coup, ça veut dire que vous devez directement hausser votre niveau. Il y a d'autres promoteurs, j'imagine, d'autres personnes qui créent du divertissement là-bas. Et les populations locales ont l'habitude, j'imagine, d'avoir quelque chose justement d'exceptionnel. Donc, est-ce que ça a influé, vous, sur votre façon d'opérer, sur l'exigence que vous avez eue justement dans l'expérience de vos publics, de vos clients, etc., dans la façon Non, de faire? il faut en avoir partout de l'exigence et quel que soit le client, mais oui, il a parfois fallu rajouter un peu de dorure ou de feu d'artifice parce qu'effectivement, ça correspondait aux envies locales, quoi. Donc oui, ça très clairement. C'est vrai que bah, côté Moyen-Orient, il y a parfois un peu d'exubérance. Donc voilà, c'est pour ça que c'était une expérience qui était assez riche et l'occasion, notamment en termes d'événementiel, de faire des choses avec des budgets qui c'est vrai, n'existent pas toujours en Europe, quoi. Ok, c'est quoi les trucs les plus fous que tu as fait là-bas? Du coup, tu dis exubérance, feu Alors, c'est pas d'artifice. forcément un qu'on a organisé, mais en feu d'artifice, l'inauguration de Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde. J'habitais juste à côté. Euh, Bah, c'est vrai que c'est des shows qui sont assez incroyables, qui étaient tout prévus des mois à l'avance. Et puis la veille, le nom de la tour a changé. Elle devait s'appeler Burj Dubaï, donc la tour de Dubaï, et c'est devenu Burj Khalifa. Khalifa étant l'émir d'Abu Dhabi, qui était le président des Émirats arabes unis et qui a donné son nom à la tour. Et ça a été une révélation assez incroyable le jour J. Et à force avec un renfort d'énormes feux d'artifice. Donc c'est parfois, bah, ça montre que tout peut changer très vite, que rien n'est impossible. Non, c'est vrai. Et avec ça, enfin, c'est vrai, un spectacle impressionnant et assez merveilleux pour tous ceux qui étaient là, quoi. Ok, mais c'est pas vous qui avez organisé ça. Non, non, ça, c'était pas organisé par la c'était une boîte locale, je crois, qui avait fait ça. Mais il faut savoir reconnaître il y a d'autres qui font du beau boulot, mais il faut savoir le reconnaître aussi. Ok, ça t'a inspiré, j'imagine, pour la suite, peut-être? Oui, oui, ça m'a à la fois dit bah, la vie au Moyen-Orient, il y a des côtés géniaux, mais est-ce que c'est la vraie vie et est-ce qu'on peut avoir un mode de vie durable avec autant d'excès? Hmm. Pas forcément, donc c'est pour ça qu'on était heureux de rentrer aussi. Euh, voilà, et avec ça, bah, ça a été une belle expérience à vivre, c'est vrai. Mais on était content de rentrer aussi pour élever nos enfants dans un cadre qui leur montre aussi que le lit se fait pas tout seul ou que le poulet va pas tout seul dans le four. Et que bah, il fallait savoir aussi bah, respecter la nature et pas rouler seulement en 4x4, quoi. C'est ça. Yes. Ouais, non, c'est très important. C'est sûr que l'excès est pas tout le temps, il y a pas tout le temps du bon là-dedans. Et donc, ça y est, on arrive sur le low rugby. On est en 2012, si je dis pas de bêtises, à l'été, ou peut-être un peu avant, si ça se prépare, du coup, depuis quelques temps. Parce que j'imagine que tu rentres peut-être pas en 15 jours. Ça se prépare pas comme ça, à Ça moins s'est, que. non, ça s'est fait assez vite quand même, ouais. Ah, ok. C'est que, effectivement, j'arrive à l'automne 2012, effectivement, avant de reprendre la présidence à Noël 2012, euh, dans un projet que je trouve assez extra, qui dure depuis 120 ans déjà. Enfin, j'aime bien rappeler que le loup rugby existe depuis 1896, donc ça fait bientôt 130 ans qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent de l'énergie, de la sueur et de la volonté pour ce maillot rouge et noir.
C'est Donc on Lyon hérite Olympique Universitaire pour ceux qui nous écoutent. Lyon Olympique Universitaire, exactement, parce qu'à l'origine, c'était un club multisport effectivement créé par des étudiants de l'école centrale de Lyon et du lycée Ampère qui se sont réunis pour monter ce club multisport. Et puis, depuis le début des années 2000, c'est surtout la section rugby qui maintenant est en avant, même s'il y en a eu d'autres. C'est le même Olympique que l'Olympique lyonnais d'ailleurs, qui était la section foot du Loup qui s'est émancipé en 1956, si je dis pas de bêtises, pour devenir l'Olympique lyonnais. Voilà, donc moi j'arrive en 2012 au rugby, qui était monté une première fois en top 14 en 2011, redescendu immédiatement, et en 2012 à Noël, quand j'arrive, je crois que le club est 8e ou 9e de Pro D2, donc un petit Donc peu dans le deuxième dur. division, pour ceux qui Deuxième nous division, écoutent. voilà, exactement. Top 14, la première division, Pro D2, la deuxième. Donc, à l'époque, on est en deuxième division, en milieu de tableau de deuxième division, ce qui est assez loin des ambitions qu'on pouvait avoir avec les structures et le budget qu'on avait à l'époque, mais avec un potentiel assez extra que je situe à 3 niveaux. Rugbystique d'abord, parce qu'il faut savoir que dans un rayon d'1 heure autour de Lyon, qui est peut-être pas identifié comme la première région de rugby de France, et c'est normal quand on connaît le sud-ouest, mais le terreau rugbystique est fertile, parce que dans ce rayon d'une heure autour de Lyon, c'est une centaine de clubs et 60 000 licenciés. Donc la matière Mhm. première, si j'ose dire, la passion pour le rugby, les joueurs et les joueuses de rugby sont là. Deuxième potentiel dans ce même rayon d'une heure autour de Lyon, c'est en gros 1 500 000 personnes. Donc il faut se dire que si on en fait venir ne serait-ce que 2%, ça peut faire 30 000 tous les week-ends. Je dis ça sans arrogance. À l'époque, on joue devant un peu moins de 2500 personnes de moyenne, mais c'est la vision qu'il faut avoir de se dire qu'on veut avoir une équipe qui gagne et qui joue dans un stade plein. Et puis le troisième potentiel, il est évidemment économique. Il ne faut pas se voiler la face dans le sport de haut niveau. Aujourd'hui, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Mais en étant la deuxième économie de France, la deuxième ville, la deuxième région de France, si on est bon, je dis bien si on est bon parce que si on l'est pas et qu'on est mauvais, il se passera rien et ça intéressera personne. Mais si on est bon, on doit trouver les moyens de nos ambitions, à savoir de construire un grand club et un club qui gagne, quoi. Donc en étant convaincu de ce potentiel, c'est vrai que la mission qui nous incombe avec l'équipe qui m'entoure, on se dit que c'est d'écrire l'histoire moderne de ce club plus que centenaire, qui a eu son heure de gloire, qui a été champion de France 2 fois, mais en 1932 et 1933. Mhm. Donc après, il y a eu des hauts et des bas, et on hérite évidemment de ça, mais ça nous a permis d'écrire un projet de club en 3 étapes. Il y a une étape zéro qui est tout ce qui s'est passé avant, parce qu'on est évidemment les héritiers de ceux qui ont préparé la place, enfin, et nous on prépare la place de ceux d'après, mais on est les héritiers de ceux qui ont donné de leur énergie pour ce club. L'étape 1, c'était de revenir en top 14. L'étape 2, c'était d'y rester, ce qui avait jamais été fait avant 2016. Et puis l'étape 3, c'est d'y gagner. C'est évidemment la plus compliquée. Et j'espère que c'est celle à laquelle on s'attelle. On a gagné un premier grand titre en 2022 avec la Challenge Cup, donc la petite Coupe d'Europe. J'espère que c'est bien le début de cette phase 3, pas un aboutissement en soi, mais le début de cette phase 3 où le Loup gagne le plus régulièrement et le plus souvent possible. Ok, très cool. Donc explique-nous un petit peu, là ça fait 10 ans, 11 ans que tu y es, et donc comme tu es en train de un peu l'expliquer, il faut mettre en parallèle plusieurs choses. Il y a le côté économique, le côté sportif, et après le côté attractivité et justement divertissement. D'ailleurs, en fait, il faut attirer le public, il faut qu'ils viennent et se faire plaisir au stade, mais en même temps, il faut quand même que l'équipe soit compétitive, il faut gérer les budgets. Donc là, tu es soutenu par G11, c'est ça, qui est actionnaire majoritaire du club, c'est Depuis ça? 2006, GL Evans est en effet l'actionnaire principal du Loup Rugby. Il y a d'autres actionnaires, notamment les groupes Serfim et M2C, mais GL Evans est effectivement l'actionnaire principal, et le Loup peut être considéré comme une filiale du groupe GL Evans depuis 2006, quoi, en gros, donc déjà bien avant que j'arrive là-dessus. Et nous, on s'est dit qu'effectivement, pour mettre à bien ce beau projet, tu parlais de l'économique et du sportif, les deux sont évidemment liés. Moi, j'aime bien dire qu'un club, c'est une équipe et une entreprise. Ça n'est ni que l'un ni que l'autre, et évidemment jamais l'un sans l'autre. Donc l'objectif, c'est bien sûr en définitive que l'équipe du Loup Rugby gagne, mais pour cela, il faut que l'entreprise du Loup Rugby soit pérenne et ait les moyens de mettre son équipe dans les meilleures conditions. Donc
Donc effectivement, fort de ce potentiel, il faut essayer de s'organiser pour développer ce club et pérenniser notre modèle, essayer de rentrer dans le cercle vertueux qui fait que pour gagner, il faut des bons joueurs. Enfin, en gros, enfin, peu importe par où on le fait commencer, mais si on a des moyens, on peut avoir de bons joueurs. Si on a de bons joueurs, on peut gagner des matchs et des titres. Si on gagne des matchs et des titres, on peut faire venir du monde. Si on peut faire venir du monde, on a des partenaires et des sponsors. Si on a des partenaires et des sponsors, on a des moyens. Et si on a des moyens, on peut recruter des bons joueurs et ainsi de suite. Donc ce cercle qui est Mmh. vertueux dans ce sens-là, il peut évidemment devenir vicieux dans l'autre sens. Et du coup, moi, je suis convaincu, et ça a été sans doute la première étape du projet qu'on a mis, c'était de bien mettre le rugby au centre du projet, en étant convaincu que le seul marketing qui vaille, c'est de bien jouer au rugby, de gagner des matchs et de s'assurer que les gens qui viennent nous voir au stade passent un bon moment. Et évidemment qu'un des éléments, c'est de faire que on gagne les matchs, et pour ça, il faut bien jouer au rugby. Et puis après, en parallèle, pour qu'ils passent un bon moment, c'est de rendre ces matchs évidemment festifs et de faire que les gens passent un bon moment et qui viennent pas seulement au match, mais aussi au stade. Que la bière d'avant-match, enfin la bière ou le coup à boire, mais pour être honnête, la bière représente 90% de notre chiffre d'affaires dans les buvettes. Mais le fait de se retrouver avant le match ou de rester manger après, que ce soit une merguez, un sandwich ou à la table présidentielle ou dans les salons VIP, le fait que pour un match qui se passe à 18h, on arrive à 16h30 et on veuille en partir à minuit après avoir mangé et fait la fête, quoi. Donc tout OK. ça, c'est Et important. ça, c'est en place depuis quand? Alors attends, on va essayer peut-être de scinder parce que bon, bien sûr, il y a les supporters, disons, iconiques, les plus durs, entre guillemets, comme au football, etc., qui sont là plusieurs heures avant le match, qui restent après, etc. Mais après, il y a tout le public général, entre guillemets, ce que j'ai bien compris. C'est ça qui m'intéressait par rapport au podcast, c'est que vous essayez du coup d'en faire pour tout le monde, que justement tout le monde vienne s'éclater, peu importe le type. Il y a des étudiants aussi, des familles, les VIP, sponsors. Et du coup, tu disais la première étape, c'était le sportif, donc d'avoir une équipe qui gagne, qui soit compétitive. Donc à partir de 2012, quand tu arrives, à partir de quand vraiment vous mettez l'accent sur l'expérience des publics, avec un S du coup, dans leurs différences? Ouais, alors on a essayé de le mettre tout le temps et progressivement. On avait un noyau dur dans notre ancien stade au Matmut Stadium de Vénissieux, dans lequel on a été jusqu'à 2017. Et il y a un vrai palier qui est franchi quand on déménage pour reprendre l'ex-stade de Gerland. On en fait notre Matmut Stadium de Gerland en janvier 2017. Donc ça faisait un peu peur au début. Enfin, le changement fait peur évidemment. Et je me souviens des sifflets qui avaient accompagné l'annonce qu'on avait fait avec Gérard Collomb quand on avait annoncé au Matmut Stadium de Vénissieux qu'on allait déménager à Gerland en courant de l'année 2016-2017. On a eu 6 mois Pourquoi? pour faire de la pédagogie et pour expliquer aux gens que si on déménageait, c'était évidemment pour mieux et pas pour moins bien. Et c'est vrai que les Ouais. gens avaient une image du Gerland de foot qui avait beaucoup gagné avec l'OL au début des années 2000, euh, mais mais du stade un peu froid, municipal, un peu ancien, un peu désuet. Donc on a fait évidemment beaucoup de travaux et je mets dans mes plus belles satisfactions et dans mes plus belles joies de président quand après 3 mois après notre installation, on gagne contre le Racing. Il y a une belle fête, il reste 3000 personnes. 3 heures après le coup de sifflet final du match, on gagne dans ce nouveau Matmut Stadium de Gerland. Et il y a deux supporters qui me tapent sur l'épaule derrière en me disant: Président, vous aviez raison. Je dis: sur quoi? Il dit: c'est pareil en mieux. Je ne sais pas s'il parlait du loup qui voulait pas déménager, mais qui disent effectivement le loup est pareil, mais en mieux maintenant qu'il est au Matmut Stadium de Gerland, ou s'il parlait du stade qui disait maintenant que le loup rugby est dedans, ce Matmut Stadium de Gerland, il est devenu convivial, il y a un vrai village dans lequel ça vit, il y a des vraies fêtes et des vrais moments de partage là-dessus, au-delà du stade. Dans les deux cas, la réponse m'allait bien parce que j'étais ravi qu'ils trouvent ça pareil en mieux, qu'ils parlent du loup ou du Matmut Stadium de Gerland. Dans les deux cas, j'étais ravi qu'il soit là. Et c'est vrai que ce Matmut Stadium de Gerland, il est clairement clé dans notre développement
parce qu'il nous permet d'accueillir plus de monde et de les accueillir mieux. Il est aussi un outil de performance au-delà d'être simplement notre stade, parce que tous les joueurs inconsciemment voient bien que c'est un stade de très haut niveau, et du coup il faut se mettre au niveau, et c'est pas un stade de Pro D2 ou de Fédéral 1 évidemment. Et puis c'est plus qu'un le stade où on joue tous les 15 jours, c'est un véritable lieu de vie qui rassemble tout le monde du rugby, de l'école de rugby jusqu'au professionnel, en passant par le centre d'entraînement, le centre de formation, toutes les équipes de jeunes, le siège social, la brasserie, les espaces réceptifs. Et puis c'est devenu un vrai carrefour d'échange et un vrai lieu de vie, où aujourd'hui on a construit 28 000 mètres de carrés de bureaux qui sont les jardins du Loup, où viennent travailler 2000 personnes. On est devenu restaurateur avec une brasserie qui accueille 300 personnes par jour. On accueille 300 événements par an, les 350 jours où on n'a pas de match, parce qu'il faut le faire vivre tous les jours. Et puis on est devenu aussi hôtelier avec le Rock Hotel qu'on a ouvert en décembre dernier. Donc on insiste sur le fait que oui, voilà, c'est un carrefour d'échange et un véritable lieu de vie. Et nous, de gestionnaires d'équipes de rugby, qui reste évidemment le cœur et l'ADN de toutes nos activités, on est devenu aussi restaurateur, organisateur d'événements, promoteur immobilier, hôtelier, et tous ces relais de croissance doivent être autant d'activités qui viennent soutenir le modèle durable de l'entreprise Loup Rugby, qui doit encore Ok, une ouais, fois mettre dans les meilleures conditions l'équipe du Loup Rugby. ouais, c'est toujours le socle au niveau du sportif, mais là, tu nous as raconté plein de choses. Du coup, au niveau de votre métier, au final, limite de pôle business et de loisirs, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Qu'est-ce que vous avez fait pour le public en soi depuis que tu es arrivé? Tu me dis qu'il y a la brasserie, c'est ça, que vous avez construit? Parce qu'il n'y avait pas tout ça, si je dis pas de bêtises. Non, exactement. Le stade de Gerland, qui était principalement un stade qui à l'époque était municipal et qui du coup coûtait pas mal d'argent à la mairie et aux Lyonnais, maintenant est devenu le Matmut Stadium de Gerland, qui est entièrement financé tant dans les investissements que dans le fonctionnement. Donc c'est plus le contribuable ou la ville qui paye l'électricité, la sécurité, la maintenance, l'entretien, bref, tout ce qui se passe dans le stade. Maintenant, c'est aux frais du Loup Rugby. Mais nous, ça nous a permis de développer ce pôle et effectivement d'accueillir notre public, mais pas seulement. Enfin, on accueille aussi des événements qui n'ont rien à voir avec le rugby, les jours où on n'a pas de match. Mais les fans de rugby peuvent venir manger tous les jours à la brasserie ou une fois de temps en temps. Par contre, les joueurs, ils mangent tout le temps. Donc évidemment que dans notre ADN, ça transpire le rugby, bien sûr, mais tout le monde est le bienvenu, quoi. Qu'on aime le rugby, c'est évidemment mieux, ou pas. Et si on l'aime pas encore en arrivant, on espère qu'en ressortant, on aura envie de revenir au rugby, justement, pour voir des matchs. Mais c'est ouvert à tous, qu'on veuille simplement manger à la brasserie, dormir à l'hôtel ou organiser son événement, qu'il soit corporate, que ce soit un salon, que ce soit une soirée, que ce soit une réunion, tout est possible désormais. Et ça contribue à la vie et à l'expérience, bien sûr. Là, typiquement, en cette période de Coupe du Monde pour France 2023, on n'accueille pas de match. Par contre, on a accueilli les All Blacks qui avaient leur camp de base. Donc, l'équipe de Nouvelle-Zélande dormait dans notre hôtel et s'entraînait dans nos installations. Donc, on en était évidemment ravis. Mais aussi, à défaut d'accueillir des matchs, on accueille les All Blacks et on accueille des retransmissions de matchs pour que le public qui n'a pas la chance d'être au stade pour voir les Bleus puisse le voir sur l'écran et partager autour des valeurs du rugby et du Loup Rugby au sein de cette enceinte, passer des bons moments quand même, et on espère qu'ils reviendront pour les matchs évidemment. Très bien. Parlons du coup de l'expérience de match, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi là par rapport à ton rôle président. Ceux qui nous écoutent ne savent pas, mais il y a aussi Maxime Léon qui nous écoute, qui est le directeur de l'hospitalité et de la fan experience, qui est là dans la salle, qui est silencieux, qui regarde ou qui écoute si on ne dit pas trop de bêtises. Du coup, on avait préparé l'interview justement avec lui avant. Donc durant le match, ou plutôt il y a l'avant-match, il y a le match, l'après-match. Qu'est-ce que vous faites un peu en détail pour justement assurer une bonne expérience à vos fans? Vous avez essayé, si je ne dis pas de bêtises, de scénariser un petit peu tout ça depuis quelques années, d'essayer d'apporter des thèmes, de l'animation un petit peu plus poussée que ce qui peut se faire peut-être dans d'autres clubs ou dans d'autres sports, pour justement
tu l'as dit toi-même, que ça soit une fête, que ce soit festif, qu'on vienne non pas que pour regarder un match de sport, mais qu'on vienne partager un bon moment avec ses proches, ses amis, etc. C'est ça? Exactement. Pour nous, le but, c'est que les gens viennent non seulement au match de 18h à 20h, en gros, si on résume, mais aussi au stade de 16h30 à minuit. Et pour ça, c'est effectivement Max et les équipes qui organisent ces animations qui sont périphériques autour du match, qui visent à faire que on s'assure que tout le monde passe un bon moment. Évidemment, il sera meilleur si le Loup Rugby gagne parce que c'est quand même le meilleur ciment pour se taper dans la main, pour se prendre dans les bras, c'est de célébrer la victoire de notre équipe, bien sûr, mais pas seulement. Du coup, c'est à base effectivement de thématiques sur chacun des matchs. Donc ça, c'est très varié. C'est un jour les Halles du Loup parce qu'on est lyonnais et du coup on retrouve l'ambiance des Halles. Un jour une winter party qu'on va organiser cette année avec Lapline, notre partenaire, où on sera en ambiance ski, et ça c'est très varié et ça change à l'occasion des 15 matchs qu'on a dans la saison. Mais du coup, il y a des concerts, il y a des DJ, il y a des animations, notamment pour les enfants, pour qu'on puisse venir en famille. On a mis en place aussi ce qu'on appelle les petits loups qui permettent aux enfants d'être pris en charge. Donc on les maquille, ça leur permet aussi de rentrer sur le terrain à la fin du match. Ça, c'est toujours un moment qu'ils aiment bien. Et ça permet aux parents d'être un peu tranquilles, entre guillemets, et d'aller partager le match entre amis, boire un coup tranquille s'ils en ont envie, pendant que les enfants sont occupés par le Loup Rugby, à supporter les joueurs et à chanter tous ensemble. Ouais, donc pas mal de familles, des étudiants aussi, je crois, beaucoup d'offres Et pour cette population-là. Vous êtes parti, exactement. en fait, j'imagine, il y a quelques années, vous avez fait un peu entre guillemets, une étude de marché ou quelque chose comme ça, dire qui vient au Loup, qui serait intéressé, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour les faire kiffer, hein, tout simplement, pour leur dire, en fait, venez, passez un bon moment. Sachant que, j'en parlais avec Maxime, le stade est quand même bien desservi, c'est quand même pratique de venir, assez facile, et du coup, vous avez un potentiel, comme tu disais, de nombre de spectateurs qui est quand même assez énorme. Et vous avez essayé j'imagine, de bien proposer, comment dire, l'offre adaptée à chacun de ces publics, c'est ça? Donc enfants, familles, supporters Exactement, on essaye endurcis. de faire qu'il y en ait pour tous les goûts et pour toutes les bourses aussi, donc avoir qu'une offre adaptée. En À partir, commençant les matchs sont pas très chers, non? C'est ça, pour les étudiants et tout ça. Si on peut parler pour de ça, les c'est étudiants, intéressant. ça commence à 10 euros effectivement dans ce qu'on appelle le carré étudiant. Donc il y a Mhm. entre 500 et 1000 places qui sont réservées pour ce tarif accessible pour chacun des matchs. Et puis c'est vrai que ça permet pour 10 euros de venir voir un match et puis après de rester. Il y a une ambiance qui est... Alors on sera jamais boîte de nuit et j'aime pas qu'on dise ça tourne boîte, mais il y en a beaucoup qui disent ça remplace parce qu'effectivement une fois que le match est passé, il y a un DJ, il y a beaucoup de gens qui dansent, les boissons sont pas très chères, on peut manger et boire sur place, donc il y a une ambiance très festive et c'est vrai qu'on est ravis quand, alors qu'on a eu, je sais pas, entre 15 et 20 000 personnes sur un match, si 3 heures après le coup de sifflet final, il reste 2 ou 3 000 personnes qui ont envie de faire le paquito et que ces gens aient dépensé 5 euros pour leur dîner ou 500 pour être à la table présidentielle, que tout le monde se retrouve pour faire le paquito et qu'il faille qu'on les sorte parce qu'il est 1h du matin et qu'il faut qu'on ferme et que justement on n'est pas boîte de nuit, ça veut dire que la soirée était bonne, puis généralement que le Loup a gagné. Les deux sont importants et les deux sont liés. Et du coup, effectivement, pour nous, c'était très important de faire que les 2 ou 3 000 qui étaient là il y a 10 ans et qui sont là depuis très longtemps, enfin les supporters les plus fidèles, restent bien dans cet ADN du Loup Rugby et ils retrouvent leur compte, se sentent fidélisés et toujours chez eux bien sûr, mais qu'en plus on élargisse ce public tant géographiquement que sociologiquement. Et ça, évidemment, géographiquement, le meilleur marketing, c'est clairement de gagner des matchs, mais de faire que, en allant vers l'est, vers les Alpes, on ait envie de supporter le Loup Rugby, en descendant au sud vers la vallée du Rhône, pareil, en remontant vers la Bourgogne, et ainsi de suite, de faire que les futurs joueurs, déjà, enfin les futurs Julien Bonner, Lionel Nallet, Sébastien Chaval, Olivier Millou, qui, il y a 20 ans, allaient plutôt à Bourgoin, il y a 30, allaient peut-être plutôt à Grenoble, aujourd'hui, aient envie de venir jouer au Loup, et que du coup, les fans
fan de rugby aient envie de venir supporter le Loup Rugby et qui, pour voir du rugby de très haut niveau, ces gens-là viennent de Lyon. Donc ça, c'est pour la partie géographique et évidemment qu'il nous faut la crédibilité sportive, c'est évidemment le facteur numéro un. Mais aussi, il faut qu'on s'élargisse sociologiquement, qu'au-delà du fan de rugby pur et du spécialiste de rugby, l'étudiant, la maman qui n'est pas forcément là-dessus, la jeune fille ou les retraités, enfin, que tout le monde ait envie de se dire ah bah oui, j'ai ma place au rugby, que je sois archi fan de rugby ou pas. On a un sport qui n'est pas toujours facile à comprendre, notamment dans ses règles là-dessus, mais pour lequel il est très facile de s'enthousiasmer. Et tout notre enjeu, c'est de faire que tout le monde comprenne, qu'on soit spécialiste ou pas, qu'on a sa place dans un stade de rugby, en l'occurrence dans le Matmut Stadium de Gerland, pour venir supporter le Loup, et en se disant, quand on a compris qu'on était les Rouges et Noirs et qu'il fallait aller derrière la ligne, et ça suffit pour passer un très bon moment, s'enthousiasmer pour cette équipe, et après rester à passer un bon moment, que ce soit avec ses copains, ses potes étudiants, ses relations de business, ses collaborateurs, ses prospects, qui qu'on soit, qu'on se dise oui, j'ai toute ma place ici et ça vaut le coup de venir au rugby pour passer un bon moment, qui soit amical, familial, convivial de toute façon ou business, quoi. Parce que vous passez vous expliquez les règles sur les écrans géants du stade aussi, dès qu'il y a des Ouais, fautes ou ce genre de choses pour justement inclure tout le monde et qu'on ne soit pas paumé. Je suis venu moi avec mes parents qui n'avaient jamais vu de rugby et bon, il fallait un peu plus leur expliquer, mais déjà à l'écran, ça aide beaucoup pour comprendre. exactement. Mais pour décomplexer tout le monde, si moi je comprends pas une faute sur une mêlée de temps en temps, je vais demander à mon entraîneur l'explication, qui va m'en donner une deuxième que celle que j'avais en tête. Et souvent, je demande à l'arbitre derrière qui m'en donne une troisième. Donc faut pas s'inquiéter si tout le monde, Ouais, c'est toujours sujet à interprétation. faut profiter du Clairement, moment. il ne faut pas que ce soit un frein. Voilà. Et justement, au-delà des règles et du match, l'ambiance que créent Maxime et les équipes fait que même si on n'est pas a priori pas le plus grand spécialiste ou le plus grand fan de rugby, le fait de se dire derrière, je me retrouve à boire un coup, à manger, à danser, à communier avec mes amis, mes potes ou ma famille, fait que je suis heureux d'être au stade et que j'y viens de 17h à minuit et pas seulement de 18 à 20h, quoi qu'il en soit. À part peut-être le Paquito géant et tout ça, c'est quoi pour toi les meilleurs succès, les meilleures anecdotes que tu as eues justement avec cette communion du public ou cette expérience du public? En gros, ce qui te fait dire que vous êtes sur la bonne voie, peut-être pas que vous ayez réussi, même si c'est déjà bien, mais que vous êtes sur la bonne voie pour justement faire kiffer ce public-là. Ouais, Tu as des alors petites anecdotes, des petits trucs? je me souviens d'un match un dimanche soir. Donc le dimanche soir quand même, il y a beaucoup de gens qui travaillent le lundi ou qui ont cours le lundi. On jouait contre Toulouse à 21h, je crois. Et à 1h30 du matin, on avait joué un peu les prolongations. Et, la piste de danse était encore archi pleine. Il y avait un DJ, un saxo. On est obligé de couper les lumières et il y a encore 3000 personnes qui restent à chanter une autre. Et là, on se dit qu'on a réussi. Et il se trouve qu'on avait gagné. Donc, évidemment que ça rajoute de la joie et c'est très bien comme ça. Mais de se dire il est bientôt 2 heures du matin, les gens travaillent le lendemain, mais ont envie de continuer à faire la fête au rugby, là, on se dit, ouais, ça marche, quoi. Bon. Hmm. Donc, ça, c'est très chouette. Et les thèmes, c'est quoi tes thèmes préférés, toi, que vous avez fait On ceux que en tu avait penses qui ont le fait plus de une. succès aussi. Maxime m'a déjà répondu, mais je veux ton avis à toi D'accord. aussi. Moi, j'avais bien aimé une année, on a fait venir la Folie Douce qui était venue des montagnes. Ça, c'est peut-être mon côté originaire des Alpes qui fait que je suis particulièrement Ouais. sensible au winter party ou dès que ça parle un peu de montagne. J'avais prêté mes skis qui, d'ailleurs, on avait des skis du rugby qu'on avait mis en avant là-dedans. Donc, je dirais que moi, c'est ça. Après, il y a je me souviens de la saison dernière contre Bayonne, je ne sais plus exactement quelle était l'animation, mais il y avait 25 000 personnes dans le stade. Et pareil, des heures après le coup de sifflet final, il se trouve qu'on se qualifiait pour les phases finales qu'on retrouvait juste après, parce qu'en rugby, c'est pas le premier qui est champion, mais il faut se Mhm. qualifier d'abord pour les phases finales, puis après on a quart de finale, demi-finale, finale. Et cette qualif avait été merveilleusement fêtée, et c'est vrai que des heures après, le parvis était toujours plein, et la communion était totale, donc ça, je le mets dans les très beaux souvenirs, évidemment. Tu m'as parlé de Toi, tu as une durabilité tout à séquence l'heure. préférée, De quoi?
Max, c'était quoi ses préférés? Parce que c'est bien qu'il y ait autant d'opinions que de gens, quoi, en gros, et que chacun trouve ses raisons d'être heureux au rugby. Et tant mieux si Ah, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Max m'avait dit qu'il lui, il adorait le côté DJ après, qu'il pensait que c'était un peu les meilleures choses qui se passaient, que bah, les thèmes, notamment sur la montagne, comme tu dis toi aussi, c'était tout le temps un peu à succès. Les thèmes qui font appel aux Lyonnais aussi par rapport à la région. Donc, non, non, vous êtes assez raccord là-dessus. Il y a des années Euh, 80, des soirées rouges et ah noires, oui, qui c'est marchent bien ça. aussi. Ouais, les années 80. Et du coup, ce que je peux discuter avec Maxime, c'est que pour pousser le bouchon, ça serait l'idée peut-être que tout le monde vienne déguisé, ou en tout cas que le public essaie de jouer le jeu au maximum années 80, c'est ça? Pour essayer Ouais, de se exactement. mettre dans l'ambiance. On se fait parfois. Donc voilà, mais c'est vrai il y a plein de belles ambiances et j'imagine qu'il n'est pas le seul parce que quand on voit le monde qui reste avec le DJ et le soir, ouais, il y en a beaucoup qui aiment. Tant mieux. Mm. On va parler de durabilité, tu m'en as parlé tout à l'heure, tu es rentré de Dubaï, peut-être aussi avec cette idée en tête de faire des choses un petit peu plus vertueuses. Toi qui en plus a fait de l'aventure en Patagonie et il y a pas mal d'endroits qu'on pourrait qualifier de assez protégés, disons. C'est une vraie démarche que vous avez depuis des années, de ce que j'ai vu sur la durabilité. Tu peux m'en dire plus, du coup lié aussi à cette expérience des fans, hein, parce que ça draine du coup 20 000 personnes, tu vas me dire, chaque 2 week-ends du coup de championnat. Ça fait du monde, il y a du déchet, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer avec ces personnes-là. Comment vous intégrez la notion de durabilité dans la fan experience du coup? Oui, alors on essaye effectivement d'être. Je suis pas sûr qu'on soit un jour vertueux parce que par essence, tu l'as Mhm. dit, on rassemble du monde et tant qu'on voudra qu'il y ait des France-Nouvelle-Zélande, bah, il faudra qu'il y ait une équipe qui traverse la moitié du monde pour pouvoir jouer ce match et avec bah, le monde que ça draine dans les stades, évidemment que on a forcément un impact carbone. Notre but, c'est plus que d'être parfait ou de donner des leçons, c'est d'être un peu moins imparfait et de faire à notre petit niveau ce qu'on peut pour rendre effectivement le rugby plus raisonnable et si ce n'est plus vertueux, en tout cas moins imparfait. Et c'est vrai que le programme Lou Green, qui est en gros les actions qu'on essaye de mettre sur les aspects environnementaux auxquels on est beaucoup à être sensible parce qu'on est pas mal à venir des montagnes ou enfin tout simplement à constater bah, qu'il y a un vrai besoin. Donc ça c'est une vraie sensibilité qui est partagée au sein du loup rugby. Donc c'est un des 5 piliers de la loup attitude qui est l'état d'esprit qu'on a au loup rugby parce que le rugby a toujours eu non seulement au loup mais c'est vrai aussi dans les autres clubs une vocation sociale et même sociétale. Et donc nous on a organisé ça autour de 5 piliers, cette loup attitude, loup citoyen. On a la conviction qu'on doit former des hommes et des femmes bien en plus de bons joueurs ou de bonnes joueuses. Loup féminin, faire comprendre que le rugby, malgré son image, ça n'est pas que masculin, ni dans la pratique, ni dans le supporterisme, ni dans les partenariats. Loup santé, on a évidemment la conviction que le sport est bon pour la santé et du coup on axe ça autour de 3 axes. Un partenariat avec le Centre Léon Bérard pour que des malades gardent une activité physique quand ils sont malades ou en reprennent une quand ils sont en rémission. Un travail autour des commotions pour essayer de limiter ça parce qu'on est un sport de contact donc évidemment qu'il faut s'en occuper. Et puis une fois par an, le stade devient un centre de don du sang avec l'établissement français du sang. On était très heureux que la saison dernière, on a été la plus grosse collecte sur une journée grâce à nos partenaires, supporters qui sont venus noter leur sang au Matmut Stadium. Voilà, Loup Santé. Puis après, Loup Territoire, d'essayer. On a un combat commun pour la pratique et les valeurs du rugby avec tous les clubs de la région. Donc on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice et de fédérer un peu ça. Toute fausse modestie mise à part, bien sûr qu'on espère être le club locomotive de la région. Donc avec une trentaine de clubs partenaires, on leur propose une quinzaine d'actions. 15, le chiffre est pas innocent dans le rugby, pour essayer de faire grandir le rugby, ses valeurs et sa pratique dans la région. Et puis le 5e pilier, qui était même le premier d'entre eux, c'est effectivement Lou Green, où là, on essaye à notre petit niveau d'agir. Donc on a été un des premiers clubs à faire notre bilan carbone. On en a déjà fait 3 pour essayer de le mesurer. Donc on a coupé le club en 8 et ces 8 bilans carbone dont la somme fait celui du rugby pour avoir différents items sur la brasserie, sur les déplacements, sur les infrastructures, sur nos achats et ainsi de suite. Essayer de suivre ça pour améliorer la photo. Là, on a été le premier club, tout sport confondu, à participer à la Convention des entreprises pour le climat. Je ne sais
pas si tout le monde est familier avec ça, mais 150 entreprises de tout niveau, de tout secteur et de toute taille qui ont essayé de mettre l'environnement et le climat dans les process de gouvernance aussi. Chaque année, on essaye de faire un match sur lequel on met en avant ces actions. Et puis après, c'est toute une somme de petites actions, de promouvoir les modes doux pour venir au stade. On a des partenaires qui nous aident à faire que venir en trottinette, c'est gratuit. On a une appli de covoiturage qui fait qu'on a un parking si on vient à plusieurs. On a une association de vélos qui encourage à venir en vélo, qui nous aide à réparer les vélos de ceux qui viennent et de faire un atelier là-dessus. Essayer de tuer la bouteille en plastique, de faire que les drapeaux, on les reprenne et on les rende pour qu'ils soient utilisés plusieurs fois et pas simplement que chacun parte avec soi. Donc c'est toute une somme de petites actions qui essayent de faire que on essaye de faire notre part à notre échelle pour essayer d'aller vers un système un peu plus vertueux. Très bien. On arrive sur les 10 dernières minutes, 5-10 dernières minutes. Comment tu penses que vous pouvez progresser justement pour offrir encore une meilleure expérience à vos supporters, à vos publics? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que vous pourriez faire de mieux ou des idées peut-être que vous avez eues, des choses que tu aimerais faire? Ouais, alors on est Ça a l'air déjà pas mal, hein, mais on- comment tu pousses le bouchon un petit peu sans aller dans l'extravagance de Dubaï, mais Non, justement, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de le faire simplement et progressivement, quoi, en gros. Donc, je continue à penser que le meilleur marketing, ça reste de bien jouer au rugby, de gagner des matchs, parce que c'est très clairement le critère numéro un pour faire venir du monde et surtout pour que ce monde soit enthousiaste, parce que je connais rien de plus beau et je pense qu'on l'a tous vécu, quel que soit le sport d'ailleurs, que le partage d'une émotion commune. Et ça, le rugby est merveilleux parce que peut nous offrir des émotions qui sont assez folles. Donc de créer ce contexte du partage, ça passe par le fait d'être bon sur le terrain, puis après de mettre des infrastructures. Donc ça qu'on essaye de développer à chaque fois, d'améliorer nos flux de circulation, nos bars, nos animations d'après-match, les espaces qu'on a. On a de plus en plus de monde. C'est vrai que il y a 10 ans, notre moyenne, c'était à peu près 2500 personnes par match. Là, on était la saison dernière à 16 500. Donc, c'est très bien, ça avance, mais du coup, évidemment que ça oblige à s'adapter pour que tous ces gens qui viennent en plus, on les reçoive de mieux en mieux et puis de plus en plus nombreux, bien sûr, parce qu'il reste des places. Donc, on a encore la possibilité d'accueillir. Et pour ça, ça passe par des espaces de plus en plus conviviaux, des flux de plus en plus adaptés et puis évidemment une équipe de plus en plus compétitive. Donc ça, on y travaille. C'est la parfois glorieuse, mais souvent frustrante incertitude du sport, mais pour essayer de continuer à progresser et à avancer. On est passé ces dernières années 3 fois à 2 matchs du Graal, donc d'un nouveau bouclier de Brennus, qui est le trophée du top 14 du champion de France de rugby, qui est notre Graal à tous, quoi, en gros. Évidemment que l'étape d'après, ça serait d'arriver à réaccrocher. On l'a pas eu à Lyon depuis 1933. Et donc ça, c'est évidemment notre Graal. Et ça, je suis convaincu que ça créerait la plus belle défaite dans Lyon si on pouvait le ramener. j'en suis convaincu aussi. Comment tu, Comment tu fais pour savoir ce que ton public veut, ce qu'il aime justement, ce qu'il a envie de retrouver comme animation, tout ça? Parce que on a parlé du DJ, ce genre de choses, ça peut se sentir aussi sur place. Est-ce que vous faites ou vous allez mettre en place des actions peut-être pour essayer de faire remonter un petit peu plus l'information? Comment vous Bien faites pour sûr, ouais. savoir si c'est... Alors, on a évidemment le ressenti à chaque match parce qu'il y a des débriefs qui sont faits pour essayer d'améliorer l'expérience de chacun pour la fois d'après. Donc ça, c'est les Des équipes briefs avec en interne? en interne, bien sûr. Et puis, 1 ou 2 fois par an, on a des études auprès des gens qui viennent sur le stade. Donc, on a des contacts beaucoup plus réguliers avec les associations de supporters, bien sûr, ça c'est le plus évident, Mhm. avec nos partenaires aussi, mais de temps en temps, on élargit les études au public qui, lui, n'est pas forcément recensé, soit dans une association de supporters, soit dans le Lou Business Club, qui est l'association des partenaires, justement pour avoir les avis de tous, quoi, en gros.
En quoi? En micro-trottoir? Sur les réseaux sociaux? Ouais, Comment vous faites? beaucoup, ça se fait beaucoup de manière digitale, effectivement, parce que maintenant, bah, la plupart de nos billets sont dématérialisés. On a beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, bons comme parfois mauvais, donc pour savoir ce qu'il faut améliorer. Et puis de temps en temps, nous on formalise des questionnaires en envoyant ça, et on a des taux de retour qui sont très bons et bien au-delà de ce qui se fait d'habitude sur des enquêtes d'opinion. Et donc ça, c'est évidemment intéressant et c'est des sources d'enrichissement qui nous permettent, bah, on essaye d'adapter notre offre pour essayer de coller au plus près des attentes de nos publics. OK, parfait. Et une autre question, une des dernières questions sur l'expérience des fans. Je pense que tu es au courant qu'il y a pas mal de clubs, surtout dans le foot aussi, qui se sont mis, tu sais, au token, c'est-à-dire, les fans peuvent acheter des tokens de leur club, et cetera. Mais moi, la question, c'est plutôt, est-ce que c'est dans les cartons? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que tu as un avis sur justement toute cette gamification, tu vois, de l'expérience du fan, de se dire: «Tiens, à chaque fois que je vais au match, je collectionne si tu veux, donc ça peut être par le biais digital ou d'autres, un moment du match ou un petit quelque chose qui me prouve en fait que j'ai été là, tu vois? Pour que toi derrière, en tant que président et du coup avec les équipes, vous puissiez, fidéliser, offrir peut-être des expériences avec les joueurs et cetera à des heureux gagnants, tu vois? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez un intérêt ou tu penses que c'est trop compliqué aujourd'hui? Non, oui, il y a un intérêt. Ça a même lancé, notamment avec une entreprise qui s'appelle Fairplayer, qui a mis en place des tokens de manière assez simple, quoi, en gros, pour effectivement offrir des expériences ou des objets qui ne sont pas accessibles dans le commerce habituel, quoi, je Ouais. dirais Un ça. token, c'est jeton, hein, pardon, pour ceux qui nous écoutent, ouais, c'est Ouais, une pièce, un jeton, quoi, une médaille, je sais pas. exactement, donc voilà, qui permet de créer des expériences un peu inédites ou insolites. Donc ça va de la visite du stade à la rencontre avec des acteurs du rugby, au maillot de match de manière un peu exceptionnelle qui a une histoire en particulier. Donc ça, c'est des choses qui existent et des expériences qu'on partage. On en offre parfois de manière, enfin pas forcément digitale ou par des biais digital. Typiquement, là, on avait la chance d'accueillir l'équipe de Nouvelle-Zélande pendant la Coupe du Monde. On a organisé 200 gamins qui sont venus s'entraîner avec les All Blacks. Ça, vous imaginez, quand vous avez entre 6 et 10 ans que vous aimez le rugby, de vous retrouver à faire des passes avec Aaron Smith, Boyden Barrett ou n'importe quel All Black, c'est évidemment un rêve de gamin. Pareil, on a 5000 personnes qui sont venues les rencontrer et ça faire des photos avec eux. On fait pareil avec le Loup Rugby de temps en temps, d'offrir des expériences inédites. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre. On le fait aussi parmi nos abonnés, parfois, on en tire au sort pour les faire venir soit en présentiel, soit à une rencontre un peu insolite. Donc oui, on essaye de créer ces points de contact en essayant de faire qu'il y ait quand même, moi je crois encore beaucoup au physique, quoi, en gros, et à l'échange réel, quoi, en gros. Donc bien sûr, ça passe souvent par la digitalisation, mais on essaye souvent de se retrouver de C'est un outil. de manière concrète, exactement, en voyant le digital comme un outil et pas comme une fin en soi. OK, parfait. Quelles sont, on est sur la fin, pour toi, les meilleures expériences que tu as vécues et celles qui peuvent t'inspirer le plus? Donc dans le divertissement, dans le spectacle, dans peut-être les matchs sportifs, peut-être des clubs concurrents, on peut peut-être taire le nom, tu vois, qui t'inspire dans ce qu'ils font. Euh, Juste, voilà, une notion de Yann Robert, qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui lui plaît pour peut-être faire la même chose ou améliorer l'expérience au loup. Ouais, il y en a beaucoup. Alors nous, on a vécu des moments extraordinaires. Moi, je mettrais, enfin, la finale de la Challenge Cup 2022 à Marseille, d'entendre le stade Vélodrome qui chante le loup ou lyonnais, c'est très rare, et c'est suffisamment beau pour l'accepter. Évidemment qu'il y a une fête extraordinaire et un partage, une communion qui a été formidable, que ce soit avec les joueurs, avec le staff, avec les supporters, avec les partenaires, avec les actionnaires. Ça, c'est des moments qui restent gravés, évidemment. Après, bien sûr, tous ceux qui réussissent, des sources d'inspiration, quoi. Quand on voit, même dans le rugby, le Stade Toulousain ou le Stade Rochelet qui ramène un trophée, de voir la communion que c'est dans la ville, bien sûr que ça se fait envie. Et ça, on aimerait pouvoir vivre ça si on ramenait le bouclier
au Matmut Stadium de Gerland, évidemment que ça serait une fête qui est assez extraordinaire. De voir la ferveur qu'il y a dans certains concerts aussi, ça c'est des choses qui bien sûr sont inspirantes. Et donc évidemment qu'on ouvre les yeux en se disant Oui, vous avez fait Inversion. Je te coupe, pardon, mais l'année dernière, vous avez créé Inversion avec Olympia Prod, c'est ça, un festival exactement. dans le stade avec Orelsan, Stromae, Black Eyed Peas, tout ça. Exactement. Ça, Et c'est- ça, les, ça, voilà. c'était une volonté justement de s'ouvrir, enfin d'utiliser peut-être le lieu déjà, mais aussi peut-être de faire kiffer les gens autrement pour s'inspirer, c'est ça? Bien sûr, exactement. Montrer que ce Matmut Stadium de Gerland, il n'est pas seulement fait pour le rugby, mais il marche aussi en concert, en événements, et ainsi de suite. Et c'est vrai que de voir Black Eyed Peas, Orelsan ou Stromae chanter sur la pelouse, alors qui était recouverte évidemment là-dessus, ça montre qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que ça, c'est des beaux moments qui sont à partager avec nos supporters, mais pas seulement, quoi. Là, on parle beaucoup plus de communauté qui va bien au-delà du supporter de rugby, tout simplement. Ok. Est-ce que tu as un rêve justement de production de kiff Le plus beau qui, qu'il y qui est a. peut-être pas lié au loup, hein, tu vois, qui est de dire, toi, personnellement, qu'est-ce que tu aimerais organiser, à part, parce que j'ai bien compris que tu veux gagner le bouclier de Brennus, tu veux gagner le top 14 et organiser une énorme fête dans Lyon, ça, on y est déjà venu dessus. Est-ce qu'il y a Ouais, autre chose que tu aimerais faire avec tous les événements que tu as vus, toute ton expérience il y a les JO bientôt, il y a quand même Ouais, pas mal de en choses qui tant que arrivent. personnel, curieusement, ça fait un peu égoïste. Évidemment que le premier, celui après lequel je cours et à quel je dédie toute mon énergie, ça serait d'avoir cette fête avec le bouclier de Brennus à Bien Lyon sûr. et de la partager avec tous les Lyonnais. Égoïstement, je pense qu'en kiff, ça serait peut-être d'avoir un peu de temps pour retourner en montagne ou en bateau en mer. Et là, pour le coup, un peu plus tranquille, soit en toute petite Ah oui. comité, soit même tout seul, d'avoir un peu de calme et le temps de profiter d'une nature apaisée, d'une montagne avec un ciel bleu ou étoilé, ça me ferait un bien fou, quoi. Et l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Mon rêve, là, le kiff ultime, ça serait de partir en montagne 2 jours après avoir fait une fête extraordinaire avec le Brennus à Lyon. Là, ça sera idéal. Ok, parfait. Bon, ben merci beaucoup en tout cas pour ce moment. C'était très cool. On a pu évoquer un peu ton parcours, l'expérience des fans au Loup, du coup que tu gères depuis 11 ans maintenant. C'est énorme, c'est de la longévité. Et j'espère que ça va continuer et qu'on aura toujours plus de public dans cette belle ville et dans ce beau stade, avec des fêtes de plus en plus folles. Voilà, je vous invite à tous ceux qui nous écoutent à regarder un petit peu sur les réseaux ce qui se fait au Loup. Et si vous êtes pas loin, à venir expérimenter ça. Ils seront très heureux de vous accueillir. Il y a Maxime qui nous écoute aussi, qui a la Fan Experience, qui a plein d'idées. Donc merci à tous les deux. Merci Yann d'avoir pris ce moment. Et puis j'espère à bientôt. C'est gentil. Merci pour l'accueil. À bientôt. Salut, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, TikTok et YouTube, ainsi que la version longue sur cette dernière. Je suis disponible si vous voulez me contacter à l'adresse email hello@cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.